On peut bien investir sans accompagnement. Il y a le sans frais, mais il y a aussi le coût d'une mauvaise décision. Et parfois, l'accompagnement va permettre de prendre des décisions qui sont ajustées à nous. En fait, moi, je vais être le lien entre là où il a envie d'aller et les décisions à prendre financières pour pouvoir y arriver. Est-ce que notre conseiller passe plus de temps à nous expliquer ses produits ou à nous poser des questions? En fait, je suis persuadée qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre d'être riche, mais il faut investir pour le devenir. Conseiller en investissement financier, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est un vendeur? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est vraiment utile? Pas de panique, on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui dans notre podcast Parlons Patrimoine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau numéro de notre podcast dédié à la gestion de patrimoine. Avant de commencer, vous dire un grand merci d'être de plus en plus nombreux sur tous les réseaux sociaux d'Innovea, de nous regarder sur YouTube, de nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Bref, un grand merci d'être fidèles et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, coup de projecteur sur un métier encore un peu méconnu, celui de conseiller en investissement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a consacré sa vie professionnelle à l'accompagnement. Grand plaisir d'accueillir Émilie Dedieu qui est avec nous aujourd'hui, conseillère donc en investissement financier. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Tout va bien? Oui, parfait. Bonjour. Alors Émilie, beaucoup de personnes pensent qu'un conseiller, c'est juste un commercial qui vous pousse à acheter des produits financiers. On va tordre le cou, j'ai envie de dire tout de suite, à ces idées reçues. Est-ce que c'est vrai? Ça peut. Ça peut. Ça peut, effectivement, mais si je parlais de mon métier de conseillère, non, pas du tout. Je suis sûrement une pitoyable commerciale en plus. Non, l'idée, c'est surtout, le métier de conseiller, c'est avant tout de la relation long terme. Et j'ai envie de dire que parler de produits, c'est oui, on va être rémunéré en montant une stratégie qui a été créée à destination de nos clients. Mais pour le vérifier, le mieux, c'est le temps, le long terme. Prendre le temps et voir comment ça se passe dans toute cette notion d'accompagnement. D'accompagnement qui sera central évidemment tout au long de cet épisode. Si tu devais décrire ton métier avec une image un petit peu simple, qu'est-ce que ça pourrait être? J'aime bien parler de l'image du médecin généraliste. J'aime bien dire qu'aujourd'hui, moi, je vais rencontrer mes clients et je vais faire un check-up complet. Mais vraiment complet, au point où parfois mes clients vont me dire « Ah ouais, non, je pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui. » Comme quoi? Et par exemple, est-ce qu'il y a des frais d'orthodontie pour les enfants à prévoir? Est-ce qu'il y a un projet de changement de voiture? Est-ce qu'il y a des projets de changement de travail qui nécessiteraient, je sais pas, on a une voiture de fonction aujourd'hui et demain, potentiellement, on va changer de travail et peut-être qu'il faudrait réinvestir dans une voiture. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir se poser toutes les questions sur ça. Est-ce que nos parents sont en forme? Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait besoin de les accompagner dans le financement d'une dépendance? Est-ce qu'aujourd'hui, nos parents, ils ont anticipé? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des frères et sœurs pour participer à ça avec nous? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on va porter la charge de la dépendance de nos parents seuls? Donc, c'est aussi des questions. Et donc, le médecin généraliste, il va faire ce check-up complet. Et puis, si on constate à un endroit un problème, on va aller chercher le spécialiste. Beaucoup d'introspection dans tout ça. Ouais. S'aider à poser les bonnes questions. C'est ça. Pour définir ce projet qui est central donc dans ce métier de conseiller en investissement financier. Complètement. Moi, je suis persuadée aujourd'hui qu'il faut se poser plein de questions pour aller chercher et prendre des décisions. Alors, quand quelqu'un vient te voir pour un premier rendez-vous, qu'est-ce que tu cherches à comprendre vraiment chez lui? Je cherche à comprendre ses rêves, ses désirs, là où il a envie d'aller. En fait, moi, je vais être le lien entre là où il a envie d'aller et les décisions à prendre financières pour pouvoir y arriver. Tu tisses un peu des liens. C'est ça. Alors aujourd'hui, on voit émerger beaucoup de nouveaux acteurs, des plateformes, des banques en ligne, des promesses de simplicité. Et souvent, cette idée est très forte du zéro frais. Forcément, ça attire. Mais est-ce que ce zéro frais, ça veut vraiment dire le meilleur choix? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de comment on est à l'aise aussi avec ces questions. Et puis, il y a le sans frais, mais il y a aussi le coût d'une mauvaise décision. Et parfois, l'accompagnement va permettre de prendre des décisions qui sont ajustées à nous et éviter justement ces mauvaises décisions. Donc, le zéro frais, oui, si on est à l'aise, si on sait prendre des décisions seul ou si on a la capacité d'aller chercher la documentation nécessaire ou en tout cas les informations pour aller faire les meilleurs choix.
Mais l'accompagnement, si on n'a pas toutes ces connaissances, l'accompagnement, oui, c'est pas 0 frais. Par contre, c'est un gain sur le long terme bien plus important. Mais comment tu réagis, toi, quand des clients viennent et te parlent de cette tendance du 0 frais? Comment tu expliques, toi, la valeur de ton accompagnement? J'aime bien leur demander la valeur de ce qu'ils font eux aussi et de les renvoyer à eux et au fait qu'aujourd'hui, je leur apporte un gain de temps, je leur apporte des connaissances, je leur apporte quelque chose d'ajusté qui va leur permettre d'avoir quelque chose vraiment sur mesure. Et puis souvent, je leur explique concrètement avec un nombre combien ça va leur coûter. Ouais. Et aujourd'hui, les familles qui investissent avec moi savent toujours ce qu'elles payent et pourquoi elles le payent. Alors l'accompagnement en Europe, ça reste minoritaire. Quelques chiffres pour poser un petit peu ce cadre. Plus de 530 000 clients ont été accompagnés par des conseillers en France en 2024, selon l'autorité d'un marché financier. Alors contrairement aux États-Unis, où là c'est beaucoup plus démocratisé, environ 27% des adultes américains utilisent les services d'un financial advisor. Tu me dis si je suis bien sur l'anglais. Soit environ un adulte sur 4. Et puis un autre exemple à Singapour, je crois que tu nous parleras de l'Alsace également. Jusqu'à 53% des gens qui préfèrent être accompagnés par un professionnel pour leurs décisions financières. C'est culturel, tout ça. Oui, et moi je le constate, aujourd'hui j'exerce en Alsace et effectivement en Alsace on a une culture très germanique et en Allemagne on est beaucoup plus facilement accompagné par des professionnels pour prendre ces décisions et notamment ne serait-ce que pour la déclaration fiscale. Alors qu'est-ce qu'on paye au fond, Émilie, quand on s'octroie les services d'un conseiller en investissement financier? Et derrière cette question il y en a une autre, est-ce qu'on peut bien investir sans accompagnement? Je vais peut-être répondre à la deuxième d'abord. Je suis persuadée que oui, on peut bien investir sans accompagnement, encore une fois, en ayant les connaissances, en tenant à jour ces connaissances, puisque le monde est mouvant, le monde financier, et donc les lois changent, la fiscalité change, et puis nos vies changent aussi. Et parfois, il s'agit de modifier la stratégie qu'on a pu mettre en place. Donc oui, mais attention à bien être à jour dans ses connaissances et dans les ajustements qu'on va faire. Et puis, qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui? On paye un accompagnement sur le très long terme. Par quoi tu commences? Moi, j'aime beaucoup déjà lui demander pourquoi il vient et ce qu'il attend de moi. J'aime bien se dire qu'on choisit l'un comme l'autre. Et moi, je vais poser le cadre de l'accompagnement. Et je vais expliquer que on va travailler ensemble, que effectivement je ne pratique pas d'honoraires, qu'il va y avoir plusieurs rendez-vous qui vont se passer, que je vais poser plein de questions. Et puis la plupart du temps, mes clients ils arrivent aussi parce que quelqu'un leur a fait ce cadeau. Et donc c'est aussi de revoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils en ont compris. Et puis des fois de reposer aussi le cadre. En gros, tu poses le deal, quoi. Avant les prochains rendez-vous. Alors évidemment, la beauté de ce métier, c'est que la relation, elle ne s'arrête pas à ce premier rendez-vous ponctuel, tu l'as dit, la relation avec le client. Surtout chez toi, j'ai l'impression, évidemment, c'est un accompagnement sur le long terme. Oui, complètement. C'est-à-dire, c'est quoi sur le long terme? Moi, en fait, aujourd'hui, c'est ce que je préfère dans mon métier. Et ce que j'adore aussi, c'est fêter les réussites des projets qu'on met en place. Et donc, la relation sur le long terme, c'est que tout simplement, on va mettre en place une stratégie, mais cette stratégie, au moment où on la met en place, on n'en voit pas les bénéfices tout de suite. Et puis, parfois, on va avoir des questions qui vont émerger durant le temps de cette stratégie, puis durant notre vie, et puis parce qu'il va y avoir des adaptations, l'arrivée d'un enfant, voilà. Et donc, forcément, il faut qu'on ait quelqu'un qui puisse à nouveau nous conseiller ou nous rassurer parfois quand on doute, pour pouvoir continuer d'être serein. À lever le nez quand des fois on a la tête dans le guidon, quelqu'un qui prend du recul. Exactement. Évidemment, c'est ton rôle aussi de toujours nous aider à nous poser les bonnes questions et à réajuster, j'imagine aussi. Mais donc, ça peut être plusieurs années, vraiment? Oui, c'est... Ah oui, moi j'ai envie d'accompagner mes clients toute leur vie. Jusqu'à ce que je ne puisse plus travailler ou je ne veuille plus travailler, mais en tout cas, oui, toute leur vie. Comment tu accompagnes quelqu'un, Émilie, dans ses décisions sans jamais décider à la place, sans jamais finalement imposer tes choix et ta vision, certainement plus avancée, mais voilà, comment on garde ce cadre-là et cette distance? Je crois que ça fait partie du deal qu'on pose au début du rendez-vous, c'est que moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Je suis là pour... j'ai envie de dire, débroussailler un peu les champs des possibles et leur proposer des choses qui me paraissent le plus adaptées. Et on va surtout dessiner et construire une stratégie. Et ensuite, on va aller choisir des produits. Mais le produit va être la cerise sur le gâteau. D'abord, il faut faire la base, il faut faire tout ce gâteau. Et puis ensuite, on ira faire
la petite déco, la jolie ganache. mais le produit, ça va être finalement l'outil et l'accessoire qui va nourrir une stratégie plus profonde. Ouais, évidemment. Donc toi, ton métier, c'est pas imposer, c'est éclairer, c'est ouvrir, c'est permettre aux gens de choisir. Ouais, évidemment. Alors j'imagine que tu as déjà vu des personnes qui sont arrivées dans ton bureau avec des décisions qu'ils ont peut-être mal prises seules ou peut-être même mal pris, mal orientées, un mauvais accompagnement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, ça arrive effectivement. Tu le sens rapidement, ça? Je ne sais pas si je le sens rapidement, mais en tout cas, à force de poser des questions, on va découvrir des choses, puis on va sentir aussi des freins chez nos clients, ou alors le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien et on se pose des questions parce qu'on se dit « Ah ouais, mais alors c'est bizarre, j'aurais pas fait ça, donc je vais aller creuser, je vais aller plus loin pour comprendre ». Et oui, c'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des clients qui ont investi dans des appartements de défiscalisation avec la loi Pinel et qui ne payaient pas d'impôts, par exemple. D'accord. Donc, est-ce que tu as d'autres exemples, oui, un peu comme ça, un peu concrets Oui, ou des gens qui se lancent dans des plans épargne retraite, pareil, en n'ayant pas forcément compris que c'était des choses qui étaient bloquées jusqu'à leur départ en retraite, alors qu'ils avaient prévu de récupérer cet argent quelques temps après. Donc oui, ça arrive. C'est ça les erreurs que tu retrouves le plus souvent? Oui, et après, j'ai envie de dire, les choses, elles sont réadaptables et c'est bien là où notre métier d'accompagnement est important. C'est qu'on peut faire des erreurs, mais les erreurs, elles ne sont pas définitives. Et donc, c'est à nous d'accompagner pour justement permettre qu'on puisse faire quelque chose de différent et de plus adapté aux gens. Toi, c'est comme un rôle un petit peu de psychologue. En plus, c'est vraiment quelque chose qui était ancré dans une première partie de ta vie professionnelle. Tu peux peut-être nous raconter, parce que vraiment, ça met encore plus en lumière cette notion d'accompagnement, j'imagine, qui est très chère à ton cœur. Oui, moi, j'ai un passé d'éducatrice spécialisée et de médiatrice familiale. Donc effectivement, j'ai toujours eu à cœur d'accompagner les gens et puis dans ma position aussi de médiatrice, c'est une position d'écoute principalement. Qui est fondamentale là encore dans votre métier. Exactement, d'écoute, de reformulation et de permettre aux gens parfois de faire des décisions eux-mêmes sans que j'ai eu besoin de quoi que ce soit, juste reformuler et se dire en fait c'est ça que je veux. Super, allez on continue de vous éclairer donc et de vous faire découvrir ou redécouvrir ce métier de conseiller en investissement financier, notamment en évoquant, on l'a un petit peu dit, parce qu'on est transparent dans Parlons Patrimoine, le mode de rémunération du conseiller en investissement financier. Donc voilà, c'est la troisième partie de notre podcast. Quand on parle d'argent, on parle forcément de confiance et la confiance, elle se construit sur quelque chose de très simple. Émilie, je pense la clarté. Comment tu poses cette clarté dès le premier rendez-vous? Oui, déjà j'explique à mes clients qu'ils arrivent là parce que souvent c'est de la recommandation. Donc quelqu'un leur a parlé de moi et leur a fait ce cadeau de pouvoir me rencontrer. Je ne suis pas dans la pratique d'honoraires. Donc on va se rencontrer une première fois. Ouais, on va faire un premier rendez-vous. Voilà, un premier rendez-vous de découverte qui va durer entre 1h, 1h30. Parfois, il y a des gens très bavards. et puis après, on va se revoir une deuxième fois où là, on va aborder une stratégie. Et à cet endroit-là, on n'a rien posé. Le client est totalement libre de dire non, je ne souhaite pas continuer, ça ne me plaît pas, c'est pas la méthode. Alors ça m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a cette liberté de pouvoir continuer. Et puis ensuite, moi, je vais être rémunérée à partir du moment où la stratégie va nécessiter effectivement de mettre en place des produits financiers et des produits financiers qui vont amener les objectifs de nos clients vers la réussite. Tu peux nous citer quelques exemples de produits financiers? Oui, typiquement, il y a un outil, j'ai envie de dire couteau suisse, qui s'appelle l'assurance vie, qui est un outil qui est une des bases dans un patrimoine et dans la construction d'un patrimoine, et qui va permettre effectivement d'avoir des frais d'entrée qui vont permettre... Donc quand on souscrit un contrat d'assurance vie, toi tu touches, il y a une certaine rémunération. Exactement. Très bien. Alors quels sont selon toi les garde-fous qui permettent de protéger nos intérêts, nous, aux clients, Il y a un garde-fou clair, c'est la réglementation aujourd'hui, une réglementation qui évolue et qui évolue toujours au bénéfice du client ces derniers temps. Il y a beaucoup d'avancer sur tout ça pour protéger le gain du client et qu'à la fin, ça soit lui le plus grand gagnant. Comment tu déconstruis l'idée qu'un conseiller veut forcément vendre des produits? C'est une idée qui est très présente parce que certains en ont déjà fait l'expérience aussi et de se retrouver avec des produits dont ils n'avaient pas besoin parfois. Donc oui, ça peut arriver.
Est-ce que parfois même on dit oui parce qu'on n'ose pas te dire non finalement? Ouais, ça arrive. Et c'est aussi ce que je dis à mes clients dans le deal qu'on pose au départ quand on s'appelle, c'est que moi j'ai besoin que mes clients ils me disent j'ai pas compris, c'est pas ok pour moi. Et moi mon boulot c'est de refaire la stratégie si ça ne leur convient pas en fait. C'est vraiment ça, cette notion de pédagogie. Alors, ce sont souvent les clients eux-mêmes, tu l'as dit, qui parlent le mieux de ta manière de travailler. C'est ce qui nous amène au 4e axe de notre podcast, le développement de l'activité de conseiller en investissement financier et sa relation avec les clients. Émilie, comment tu développes ton activité aujourd'hui et comment tu développes ta clientèle? Eh bien aujourd'hui, uniquement bouche à oreille. Ok. En fait, moi je suis persuadée qu'il faut goûter notre métier. Parce que c'est compliqué d'en parler et tout le monde a des idées reçues. Mais une fois qu'on l'a expérimenté, souvent on a envie d'en faire le cadeau à d'autres pour que d'autres personnes puissent venir découvrir ce qu'on fait. Comment on te trouve? Aujourd'hui, on me trouve sur les réseaux sociaux. Ouais. Il arrive que des gens fassent des recherches sur Google My Business aussi. Mais de manière générale, souvent on a entendu parler de moi. On a donné mon numéro, on m'appelle, on prend un petit rendez-vous en ligne et puis on se fait un petit temps d'échange pour voir si c'est OK et si je peux répondre aussi aux besoins de mes clients. Alors évidemment, cette recommandation, c'est un client qui a été satisfait de tes services et de ton accompagnement. Est-ce que tu as justement un exemple d'une belle réussite, quelque chose qui t'a vraiment touché, voilà, une victoire pour un client qui t'a vraiment remercié? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais, alors je pense que la plus belle réussite que j'ai là en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une cliente qui est devenue conseillère. D'accord. Et qui a tellement apprécié ce qu'elle a vécu en tant que cliente. Elle avait besoin, à cette époque-là, elle se posait des questions financières, elle se posait des questions sur son travail. Et puis, elle avait envie de partir voyager. Donc, elle a pris une année sabbatique. On a construit une stratégie pour ça. Et puis, quand elle est revenue, elle était en réflexion de qu'est-ce que je fais maintenant professionnellement. Et finalement, aujourd'hui, c'est ma collègue. Parce qu'il y a vraiment cette notion de transmission et de quête de sens dans ce métier. Voilà, c'est pas que finance, il y a évidemment une énorme notion de sens dans tout ce que vous faites dans cette activité. Et de transmettre aujourd'hui cette pédagogie à d'autres conseillers qui eux-mêmes vont pouvoir aller la transmettre à plus grande échelle. Donc ça, c'est... Et toi, c'est ça qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Tu nous as dit que tu étais dans l'accompagnement social. Qu'est-ce qui t'a finalement attiré du social à la finance, à cet accompagnement-là? Alors moi, c'est drôle parce que j'ai même dit que jamais je ferais ce métier, puisqu'aujourd'hui... Il faut jamais dire. Non, je l'ai dit pour d'autres choses, ça a effectivement prouvé qu'il faut jamais le dire. Mais moi, c'est mon frère qui faisait ce métier. Okay. Aujourd'hui, donc je travaille aujourd'hui avec mon frère au sein du réseau Innovea. Et j'ai dit que je ne ferais jamais ce métier. Et puis finalement... parce que pour moi... C'était quoi cette représentation? C'était la représentation de l'argent. L'argent, c'est mal, c'est pas sain, ça attire des problèmes. Les gens, ils peuvent prendre des mauvaises décisions, on peut perdre, c'est dangereux. Et alors, comment t'as switché? J'ai switché en me rendant compte que beaucoup de gens, dans mon accompagnement de médiation et notamment de médiation dans la séparation, les gens étaient peu informés de leur contrat de mariage, de comment ils étaient protégés l'un et l'autre, de qu'est-ce qui était acquis en fait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, les gens sont peu informés et sont peu éduqués. Et puis, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Exactement. Et finalement, je me suis rendu compte que jusqu'à présent, j'étais beaucoup dans l'éducation et dans l'accompagnement de l'humain sur des questions familiales et qu'en fait, l'argent et le patrimoine faisaient partie à part entière de l'histoire des familles et que j'avais envie d'y contribuer. Et toi, c'est ça que tu aimes le plus dans ton métier? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Et puis alors, dis-nous aussi la vérité. Qu'est-ce que tu aimes un petit peu le moins pour nous faire? Parce que l'objectif aujourd'hui de ce podcast, c'est de nous faire découvrir ce métier de conseiller en investissement financier. Tu l'as dit, une de tes clientes qui a basculé, qui a décidé de devenir conseillère en investissement financier. Si des auditeurs se posent la question et ont peut-être envie de transformer l'essai, dis-nous ce que tu aimes le plus dans ton métier. Ouais. Et il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Moi, ce que j'aime, c'est la relation client. Ouais, ça, on l'a compris, évidemment. Je pourrais passer ma vie en rendez-vous. J'adore ça. J'adore suivre la réussite des projets aussi qu'on a construits. Alors quand tu dis suivre, c'est quoi? Tu les appelles, tu regardes, je sais pas, à échéance régulière leur dossier, comment tu... Ouais. Je suis effectivement les échéances qu'on s'est posées. Déjà, on va se voir tous les ans.
Voilà, c'est une obligation réglementaire et moi c'est un plaisir. Souvent je leur dis à la fin du rendez-vous, quand on a posé la stratégie, je leur dis maintenant, vous allez avoir une obligation de me supporter au moins une fois par an et boire au moins un café ensemble. Donc voilà, il y a cette notion annuelle, mais il y a aussi, parfois je sais qu'il y a une échéance d'études d'enfants, donc je vais les appeler, je vais leur dire voilà, on en est là, on en est où dans les études des enfants, est-ce que des décisions ont été prises, est-ce que Parcoursup a eu une réponse, voilà, ça va permettre aussi de suivre. Aujourd'hui mon client quand il m'appelle, et c'est ce qu'il apprécie aussi, c'est que je sais ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Et est-ce que lui peut t'appeler, il a une question, tu es joignable? Oui. Le conseiller, il est là dans cet accompagnement disponible évidemment. C'est ça, il y a une proximité et l'idée c'est d'avoir des réponses simples, rapides et de permettre à la personne de pouvoir avoir ses réponses le plus rapidement possible. Alors est-ce que tu as déjà vécu une situation où ton accompagnement a vraiment changé toute la vie d'un client, ou en tout cas tu as senti cette bascule et les yeux qui brillent quoi? Ouais, j'ai vécu un moment très particulier où j'ai pas posé une stratégie avec des produits en l'occurrence, mais j'ai accompagné des clients qui avaient investi en viager. Et le viager, c'est une roulette russe. C'est quoi le viager? Peut-être tu peux nous redire donc c'est un investissement avec une personne âgée habitante. On investit, on donne une somme d'argent et une rente mensuelle et on devient plein propriétaire de ce bien au moment du décès de la personne âgée. Et donc eux, ils avaient fait ce projet avec un objectif, ça arrivera à peu près aux études des enfants, sauf que cette personne aujourd'hui a 98 ans, est toujours là. Et les enfants sont rentrés en études l'année dernière. Et il a fallu payer les études. Et il a fallu payer des études, et notamment des études de pilote pour un des enfants et des études en école de commerce pour un autre. Et en fait, pour eux, ils n'en avaient pas les moyens et donc leurs enfants n'allaient pas pouvoir faire les études qu'ils avaient envie. Terrible pour eux, évidemment, tout parent. Donc, finalement, à cet endroit-là, on a surtout réarbitré des choses. On a mis en place un prêt étudiant aussi pour les enfants pour pouvoir permettre ça. On a mis en arrêt d'autres prêts qui étaient en place et on a permis de dégager une surface suffisante pour leur permettre de pouvoir investir dans les études des enfants qui étaient leur priorité et à la base, leur stratégie était construite pour ça. Donc, grâce à toi, ils ont pu réorienter et donc subvenir aux besoins et assurer donc les études de leurs enfants. Émilie, quelle est selon toi l'erreur la plus fréquente que font les clients et qu'on pourrait éviter? Celle de rien faire. Celle de ne pas passer à l'action, de ne pas aller se poser toutes ces questions. Je pense que c'est aujourd'hui la pire erreur. Aller rencontrer quelqu'un comme nous, même s'il ne se passe rien derrière, mais au moins on s'est posé des questions et mine de rien, on a déjà avancé. Il ne faut pas avoir peur. Non, c'est... Je pense que vraiment, faire le point sur là où on en est, parfois j'ai des clients, ils arrivent et ils me disent « mais moi, j'ai pas de projet ». Puis à la fin, ils me disent « oh, j'imaginais pas que j'avais tous ces projets ». Donc voilà, ça permet de faire le tri, de clarifier les idées et d'avoir une vraie vision. En fait. Chaque sphère de sa vie, on va chez le médecin pour faire le check-up médical et les finances, on va voir son conseiller en investissement financier. Émilie, dernière ligne droite. Dans cet épisode de Parlons patrimoine, on va jouer un petit peu ensemble. Je te donne une phrase et tu essayes de me répondre du tac au tac. Ça s'appelle mythe ou réalité. Et si tu veux développer brièvement, ça nous arrange quand même pour qu'on puisse comprendre. Alors, investir, est-ce que c'est réservé aux riches ? Un très gros mythe. En fait, je suis persuadée qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre d'être riche, mais il faut investir pour le devenir. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer ? Ça aussi, gros mythe. On était là pour tordre les idées aux idées reçues, on est en plein dedans. Aujourd'hui, ce qui est important dans cette question, c'est surtout la régularité et le temps. 1 euro placé à 30 ans vaut plus qu'1 euro placé à 50 ans. Évidemment. Les banques en ligne sont-elles toujours moins chères ? Mythe, semi-mythe, parce qu'en soi, oui, c'est moins cher, mais le coût d'une mauvaise décision peut coûter plus cher. Est-ce qu'un conseiller est forcément biaisé ? J'ai envie de dire, ça peut être un mythe, mais ça peut être aussi... Enfin, c'est un mythe pour moi, mais ça peut être aussi une réalité. Et je pense qu'à cet endroit-là, il faut surtout vérifier, est-ce que notre conseiller passe plus de temps à nous expliquer ses produits ou à nous poser des questions ? Oui, ça c'est vrai. Donc ça c'est quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Je pense. Bon, justement, si quelqu'un hésite à aller consulter un conseiller, quel conseil tu lui donnerais pour lever les doutes et pour y aller ? Eh bien, je lui dirais, est-ce qu'il hésite à aller consulter un médecin régulièrement ? Non. Et pourquoi il ne donne pas le même soin à son argent aujourd'hui ?
Et alors, si on veut bien choisir son conseiller, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Alors, cette histoire de produit, ça, j'ai bien compris. Je pense que bien choisir son conseiller, c'est avant tout une histoire de relation. Il faut se sentir en confiance, il faut se sentir à l'aise de pouvoir lui dire les choses, de pouvoir lui dire non aussi. Moi, j'aime bien dire aussi que c'est important de dire non et de voir comment l'autre réagit. Ça permet aussi de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une relation juste? Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, il y a aussi une notion, c'est que souvent, les gens, ils ont besoin de prendre du temps, de faire confiance. Et puis, parfois, on ne va pas tout faire tout de suite. Et ça permet aussi de tester. Et ça permet de se dire, est-ce qu'il sera là au bout d'un an? Est-ce qu'il sera là quand j'aurai des questions? Et de se dire, s'il est là, effectivement, je peux y aller sereinement. En tout cas, vous pouvez y aller sereinement voir Émilie, en grande confiance avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Émilie, pour tous ces tips, tous ces conseils et cette découverte de ce métier donc de conseiller en investissement financier. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à commenter, à partager, à faire vivre ce podcast, l'éducation financière. Allez chez le médecin et allez chez votre conseiller en investissement financier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parlons Patrimoine. À bientôt.